Un combat de boxe Zemmour-Mélenchon, les modalités délicieuses de la primaire à droite ou encore Ségolène Royal qui nous régale. Il est l'heure du 21e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah messieurs, dames, installez-vous confortablement, on part pour un épisode version longue de La Farce Tranquille, beaucoup d'actualités au programme et une pépite de la semaine à ne surtout pas manquer parce que là, vous allez ricaner modèle géant, mais avant toute chose, parce que ça se mérite, toutes ces galéjades, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est important, je compte sur vous, la chaîne grossit à vue d'œil, donc on y va, on clique, et puis le pouce bleu, ça c'est bien, il y a de plus en plus de gens qui découvrent juste mieux, qui me disent bon, le type a une tête curieuse, mais les vidéos sont pas dénuées de tout intérêt. Donc c'est pas mal, allez, on y va. Et puis on attaque, une fois n'est pas coutume, avec le sondage de la semaine. Alors la semaine dernière, je vous posais la question de savoir qui vous préfériez entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, les deux candidats au second tour de la primaire Europe Écologie Les Verts. Fallait me le dire plus tôt que vous en aviez rien à foutre. Ah oui, parce que c'est vrai que les semaines précédentes, on avait eu des sondages à plus de 5000, 6000, 7000 votes. Cette semaine, vous avez été 1028 à voter. Alors je ne vous en veux pas, chers amis, je comprends que par moment, ça vous passe par-dessus le béret, mais c'est comme ça. En tout cas, le résultat est allé à l'inverse de ce qui s'est passé dans le réel. Ouais, vous avez été 615 à voter pour Sandrine Rousseau, 59,82% des votes, et 413 pour Jadot, soit 40,18% des suffrages exprimés. Mais dans la réalité, c'est bien Yannick Jadot qui a remporté la primaire d'Europe Écologie Les Verts. On a appris ça hier, au moment où j'enregistre la vidéo. Il l'a remporté avec 51,03% des suffrages. Ah, c'était serré. On était extrêmement serré. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, pour paraphraser le poète. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Donc cette semaine, on va revenir un petit peu aux fondamentaux avec le match de la semaine. On va cesser un petit peu les sondages. On va aller vers un match entre deux personnalités politiques qui ont défrayé la chronique ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Vous connaissez la maison, les liens sont dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à choisir. Ouais, alors je préfère le dire tout de suite, il n'y a pas de vote blanc. Ah, j'ai dit là cette semaine, on va se castagner un petit peu, Zemmour, Mélenchon, qui préférez-vous ou qui détestez-vous le moins? C'est peut-être aussi comme ça qu'il faut prendre la question. Ben voyons. Donc c'est parti pour les votes, résultat la semaine prochaine. Et justement, ce débat Zemmour-Mélenchon qui a eu lieu il y a quelques jours sur BFM TV, vous avez été nombreux à me dire tiens, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je vous ai compris. Non, rapidement, parce que c'est vrai qu'on va pas épiloguer, puis on a une magnifique pépite de la semaine qui nous attend en fin de vidéo, pépite offerte par Ségolène Royal, mais c'est vrai que ce débat Mélenchon-Zemmour a été un long, très long concours de zizi et de références culturelles, ponctué de quelques pics, qui étaient bien évidemment attendus. Écoutez, petit bonhomme, dans le traité de 2005, Oui, grand il y bonhomme. avait notamment... Oui, grand timonier. Mais c'est vrai que niveau réponse aux problématiques des Français, savoir comment on va bouffer à la fin du mois, et est-ce que le SMIC va grappiller 4 ou 5 euros, non. Par contre, niveau citation de Taine, Bainville, Glissant, là on était bien. Mais niveau SMIC, on n'était pas bien. Alors oui, petite analyse rapide, on est d'accord, on va pas décortiquer les passages de ce débat qui a été quand même de bonne tenue, faut le dire. Jean-Luc Mélenchon a attaqué pleine balle, tout de suite il a tapé au foie. Je me suis dit si c'est comme ça va finir en pugilat. Mais non, ça s'est équilibré. Clairement, on a deux tribuns remplis de culture, remplis de références historiques. Deux personnages qui se faisaient face, mais c'est vrai que c'était quand même un concours de zizi. On va pas se mentir, ça a duré 2 heures. Je suis fatigué, patron. Avec une première partie centrée sur l'idéologie, une deuxième qui était plus autour de l'économie et de l'écologie. Voilà. Ouais, les classiques, chacun a fait ses gammes, triple axel, on continue sur la glace, et puis on se serre la paluche et c'est terminé. Alors, c'est vrai que, parenthèse, le cirque Zemmour continue. Parce que c'est vrai que tu t'avais sur le plateau un candidat proclamé, et un type, on ne sait pas ce qu'il fout là. Quelque part, on ne sait pas. Ouais. Il passe tous les jours dans les médias pour qu'on lui pose la question « Ouais, alors vous y allez ?» Je sais pas.
On va voir. Donc ouais, ça devient un petit peu chiant. Ce cirque médiatique qui se met en place autour du personnage Zemmour, cirque médiatique, tu sais, qui se lamente, qui dit ouais, il y en a marre, Zemmour, il est sur tous les plateaux, c'est la droitisation du débat. D'ailleurs, on va le recevoir ce soir pour lui poser la question. Tu vois, ouais, c'est ridicule. Mais c'est ce qui se passe, hein, ça fait 2 semaines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Enfin bref, le vrai perdant de ce débat, ça reste quand même le fact-checking mis en place par BFM TV. Alors là, pareil, ça c'était du miel arrosé de Smarties flambé au Grand Marnier, parce que c'est vrai que BFM TV, ils avaient fait les choses en grand. Déjà, ils t'avaient mis une mise en scène qui était quasiment un match de boxe, et BFM, ils avaient dit, on a une cellule de fact-checking. Il y avait une dizaine de journalistes qui étaient là pour fact-checker tout ce qu'ils disaient. Tu sais, ils tapaient, alors c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas, je suis sur Gulli, ouais, oui, ça ressemble à rien, et puis ils l'ont prouvé d'ailleurs. Oui, par exemple, cette séquence qui a tourné sur les réseaux sociaux où Éric Zemmour pointe un montant des fraudes sociales estimé à 50 milliards, et là, tu as la responsable des fact-checkers, donc la chef des fact-checkers, qui dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait, c'est 1 milliard. Ouais. Elle a dit c'est faux, nous on a la vérité, c'est faux, le fact-checking a dit non. Et bon, c'est con parce que c'est vrai que 5 jours plus tôt, BFM TV disait ça. Ouais, ils avaient fait un reportage où ils estimaient, on était quand même plus proche des chiffres de Zemmour que de la chef des fact-checkers. Même chose hein, sur l'un des propos de Jean-Luc Mélenchon tenus pendant le débat hein, concernant les coupures de courant durant la trêve hivernale. Alors c'est faux, c'est même impossible de passer l'hiver dans le noir puisqu'en France, la loi interdit aux fournisseurs d'énergie d'effectuer des coupures. T'as la chef des fact-checkers qui dit non. C'est pas vrai parce que c'est pas possible, c'est interdit par la loi. Ah d'accord. Mais pourtant, on avait un article du 21 novembre 2019 dans Le Parisien qui disait que ça arrivait quand même. Ouais, comme quoi le fact-checking, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc voilà, hein, pour boucler là-dessus, fact-checking, fake news, vous connaissez ma position là-dessus. Ah, c'est du pipeau. Et c'est du pipeau parce qu'à partir du moment où des médias s'érigent en détenteurs de la vérité, à arbitrer ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est ça qui est flippant. C'est là où il faut commencer à trembler du fessier quand même. Puis c'est vrai qu'à force, ça fait chier. Parce que c'est vrai que BFM TV s'est clairement décrédibilisé avec cette affaire de fact-checking. Hein. On a vu ces médias qui s'imposaient comme les détenteurs de la vérité, qui se sont fait prendre à leur propre piège, parce que justement, dans une logique de débat, on a des arguments qui s'opposent, des sources qui s'opposent, il n'y a pas de ligne, personne ne détient la vérité, c'est un mensonge éhonté. À l'inverse, les médias devraient plutôt jouer le rôle de pousser les citoyens à se renseigner par eux-mêmes, à donner des sources plutôt que des conclusions, pour que chaque citoyen aille lire les bouquins, aille se renseigner, lire les articles de journaux et se faire son propre avis. À partir du moment où tu as un média qui te dit ça c'est vrai, ça c'est faux, bah, perso, je pose mon veto. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Et on enchaîne hein, sur l'actualité politique de cette semaine du côté des Républicains. Ça y est, ils se sont décidés, finalement, il va y avoir un congrès avec vote des militants le 4 décembre. Ouais. Alors les mecs ont le temps, il va leur rester moins de 6 mois pour faire campagne et espérer gagner. Les mecs sont détendus du slibard, c'est vraiment Manuel Valls au salon de la malhonnêteté politique. Il y a le cocktail, on est bien. Merde, quand même. Puis c'est vrai que les Républicains, ils sont tellement détendus hein, qu'ils ont dit à un de leurs alliés historiques, l'UDI, mené par Jean-Christophe Lagarde, ils lui ont dit vous êtes mignons, mais vous dégagez. Ouais, on n'a pas besoin de vous. C'était dans le Figaro hein, du 28 septembre. Ils ont dit non, UDI, allez, ça filoche. Et c'est vrai qu'on a appris un retournement de situation dans le journal du dimanche du 26 septembre avec l'ami Xavier Bertrand. Tu sais, ça fait des semaines, je te dis qu'il fait cavalier seul. Finalement, il a dit non. Il a dit je vais y aller parce que vous êtes sympa, puis il y a quand même quelques petits fours à grignoter, donc on va y aller. Ah ouais, finalement, Xavier Bertrand se dit prêt à passer par un vote, tout comme Valérie Pécresse. Alors là, la question se pose, tu vois. Pourquoi ils ont retourné le veston? Qu'est-ce qui s'est passé? What happens to do? That is an excellent question. Bon, bah toujours dans le journal du dimanche du 26 septembre, il y avait un article extrêmement intéressant qui expliquait le magot qui était en jeu au bout des primaires Les Républicains. En gros, l'enveloppe qui allait être filée au candidat du parti pour payer sa campagne. Ah, il y a un sacré paquet de sesterces. Ouais, le budget annoncé hein, par Daniel Fasquelle, le trésorier des Républicains, est estimé entre 8 et 10 millions d'euros pour la campagne. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc tu sens que ouais, Pécresse, Bertrand et toute la clique qui voulait faire ça dans leur coin, ils ont compté les fonds de poche, ils devaient avoir 14,50 €, ils ont dit non. Bon, si on peut prendre le pactole des Républicains, c'est pas mal. Donc bien sûr qu'on est prêt pour un vote, il n'y a pas de problème.
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? En tout cas, côté les Républicains, c'est vraiment un coup de génie en ce moment. Ils vont être quasiment les derniers à désigner leur propre candidat, alors que pendant ce temps, ça avance de tous les côtés. Jadot chez les écolos, on a Hidalgo qui avance ses pions, on a du Montebourg, on a du Zemmour qui est encore un petit peu l'inconnu, mais qui monte dans les sondages, là où les Républicains sont encore en train de choisir la couleur des posters, ils savent même pas la gueule qu'il y aura dessus. Et puis cette pression, avec des élections présidentielles qui approchent, se fait ressentir également du côté du Parti Socialiste, avec Anne Hidalgo. Bon, comme je te l'ai dit les dernières semaines, eux, l'idée de primaire, ce sera pour la vanne, tu vois, pareil, ce sera pour organiser un cocktail, mais bon, t'as le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui a dit « moi je soutiens Hidalgo ». Donc à partir de là, je vois pas l'intérêt de faire une primaire. Et c'est vrai qu'Hidalgo, elle a la pression. Ouais, c'est vrai que c'est pas zinzin, parce que, bon, bah, Jadot, c'est quand même le pire qui pouvait lui arriver niveau écolo, parce qu'avec une Sandrine Rousseau, bon, au moins on aurait rigolé. Bah, évidemment que non. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon. Jadot, il est sérieux. Il est sérieux, on peut le prendre au sérieux. Donc ça, c'est pas bon pour Hidalgo, parce que c'est clairement pas son créneau d'être prise au sérieux. Êtes-vous redoutable? Êtes-vous candidate? Non, surtout pas. Je pouvais archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. Donc c'est vrai qu'il y a la pression. D'autant qu'elle a sorti son bouquin. C'est une femme française. Ouais. Elle en a vendu 1000, d'après un article des Échos d'aujourd'hui, du 29 septembre, au moment où je te parle. Ouais, 1000, c'est pas beaucoup. Oh, le nulos. Le nulos. Enfin bref, elle a la pression côté Hidalgo, et côté La République En Marche et Modem, il est en train de se passer quelque chose de très intéressant. C'est dans Libération du 27 septembre qu'on apprenait que le Modem, mené par François Bayrou, avait fait son université du côté de Guidel, dans le Morbihan. C'était le week-end du 25 et 26 septembre. Et puis, bon, bah, surprise du chef, il y avait Jean Castex sur place. Ouais, Jeannot, il est venu pour faire copain avec le Modem. Tu sais qu'ils sont comme cul et chemise. Hein. Ouais. Bah, c'est vrai, faut gratter des postes de ministre. C'est ce qui est arrivé à François Bayrou. Il est parti parce qu'il était sous le coup d'une enquête. François Bayrou, au cœur de la tourmente. Les juges d'instruction l'ont mis en examen à l'issue de 10 heures d'interrogatoire dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires européens. Et en tout cas, la grande annonce, et ce qu'il faut vraiment retenir de cette université du Modem, c'est l'annonce commune de François Bayrou et Jean Castex d'une fusion à venir entre le Modem et La République En Marche. C'est-à-dire que, bon, voyant que les chances sont quand même pas ouf d'aller au bout une deuxième fois, ils vont unir leurs forces. Bon, alors c'est vrai que tu as quand même deux véganes en manque de sucre qui unissent leurs forces, mais ça, c'est pas grave. Non, ce qui est très intéressant et ce qu'on voit fleurir dans les médias ces dernières semaines, il y a vraiment cette question, notamment du nom de ce parti qui va arriver, cette fusion entre le Modem et La République En Marche. Et il y a une piste qui semble se détacher, qui serait quelque chose autour du terme de démocrate. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je te vois lever le sourcil. On dirait une Miss France qui n'a pas tout compris ce qui vient de se passer. Non, le terme de démocrate, il est intéressant, parce qu'en face, on a les républicains. Allez, démocrate, républicain, ça te dit rien? L'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis. United States of America. Bon, bah très clairement, on peut voir émerger, aujourd'hui c'est une réalité, on peut voir émerger une américanisation de la vie politique française entre démocrates et républicains, ce qui va prendre au piège tous les autres partis qui vont devoir se rapprocher d'un camp. Parce que sinon, ils n'existeront plus. Tu vois, par exemple, les Insoumis, Rassemblement National et tout, ils vont devoir choisir un camp. Ou en tout cas, ils vont se faire un petit peu grignoter. Donc, la manœuvre politique du Modem et de La République En Marche est extrêmement intéressante. Pour l'instant, c'est hypothétique. Hypothétique, ça veut dire on n'est pas sûr. Mais à surveiller de près. Vous pouvez compter sur votre pangolin truffier pour ça, à votre service. Et puis les amis, je sais que vous l'attendez, on va finir avec la pépite de la semaine, et cette semaine, c'est Golden. Ah ouais, j'aurais pu en parler dans le courant de la vidéo, mais là j'ai décidé vraiment de le mettre à la place de la pépite de la semaine. C'est Ségolène Royal qui est de retour, et là, il faut rendre à César ce qui appartient à la salade. Alors déjà, tout commence le 26 septembre où l'ami Ségo s'était présenté à l'élection pour devenir sénateur des Français de l'étranger. Ouais, parce que bon, voilà, il y a toujours un billet à gratter, et elle a fait 2%. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Elle a réuni 11 votes sur 534. Ouais, si ça t'intéresse, j'ai fait un article sur Juste Milieu, sur le site internet. Il y a des articles tous les jours. Ouais, j'aime bien, moi je lis ça. Puis je les écris, donc ça tombe bien. Ouais, donc clairement, elle a pris une immense volée. Puis tu sais, tu te dis, bon, quand tu as encore un petit peu d'honneur, tu vas réagir en te disant, bon, je vais quitter la vie politique, je vais aller faire du macramé, des points de croix, un peu de couture, puis on reviendra dans quelques années, tu vois. Non, mais bien sûr que non, malheureux. Non, non, voilà comment elle a réagi. Je pense que je vais transformer Désir de France, qui est le lieu
de réflexion que j'avais jusqu'à présent, sans doute en parti politique. Ouais, va faire son propre parti. Ouais. Pourquoi pas? Non, mais je veux dire, c'est une bonne idée. Tu viens de prendre une volée, personne croit en toi, c'est bien, c'est bien. Non, et puis le coup de maître, parce que tu vois, on peut pas s'arrêter en si bon chemin. Au Parti Socialiste, c'est leur spécialité, c'est le comique de répétition. Le 28 septembre, sur le plateau des 4 vérités sur France 2, qu'est-ce qu'elle nous dit pas? Que finalement, peut-être, elle va aller à la présidentielle. Je n'exclus rien. Pourquoi pas? Je n'exclus rien, bien sûr. Pourtant, il y a une candidate socialiste. Je te l'avais dit, c'est du coup de génie, c'est du coup de maître, c'est du Ségolène Royal. On adore, on l'embrasse. Donc voilà les amis pour ce 21e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu, ça c'est important. Vous pouvez voir sinon les autres vidéos juste mieux, qui ont un certain panache. Et sinon, vous pouvez vous abonner. Ça c'est bien, voilà, faut aimer.